Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette formation Bootstrap 5. Déjà dans la vidéo précédente, on a essayé de parler de la section Customize qui concerne particulièrement les personnes qui aimeraient travailler avec les fichiers sources de SAS, et on a également parlé du layout. Le layout ici qui contient le container, les breakpoints, donc qui représentent les différentes tailles d'écran dans lesquelles on a envie d'afficher notre site web d'une façon particulière. Ensuite, on a parlé des grilles qui divisent la page sur laquelle on travaille en 12 parties. Et on a vu comment on pouvait utiliser ces éléments. Donc, je propose que dans cette partie, on s'intéresse un peu au content. Et dans le content, le premier élément qu'on a, c'est le reboot. Quand on parle de reboot ici, on peut voir ça comme initialisation, réinitialisation. En fait, en HTML, il y a certains éléments de base qui ont déjà des comportements prédéfinis. Donc ici, Bootstrap a vu que le fait d'avoir certains comportements prédéfinis peuvent faire en sorte que certains rendus, lorsqu'on fait notre CSS, ne fonctionnent pas toujours comme on veut. Le fait étant que on peut décider de prendre un élément, de lui appliquer les marges alors qu'il avait précédemment des marges. Donc du coup, on s'est dit on met 10 pixels et en fonction de la taille qu'on a, ça va marcher, mais il avait peut-être déjà certaines marges et ça vient casser notre code. Donc ce que Bootstrap a fait, c'est de réinitialiser certains éléments comme s'ils n'avaient jamais eu de comportement par défaut, et ils ont privilégié le fait qu'on puisse utiliser les classes si on voudra ajouter certains comportements. C'est le cas par exemple ici avec le table, la balise table, ils ont réinitialisé la balise table. Et maintenant, si on veut utiliser un tableau, on va utiliser une classe qui est table. Si on veut que ce tableau ait bordure, on va utiliser une classe qui est table bordered. De la même façon, si vous parcourez cette page, vous allez voir tous les éléments qu'ils ont réinitialisés en lisant. Ils ont par exemple réinitialisé ici là, les en-têtes, les H1 se comportent par défaut avec leur taille. Ils ont enlevé les marges supérieures parce qu'ils estiment que généralement les marges supérieures sont source de problèmes. Ici, ils ont dit all heading elements, example, H1 and T are reset to have their margin top removed. Donc, on les a réinitialisés pour enlever leur marge supérieure. Headings have margin bottom of 0.5 rem. Donc, on a mis au titre 0,5 rem en marge inférieure. Par contre, au paragraphe, on a ajouté 1 rem. Généralement, c'est pas ce qu'il y a. Ils ont réinitialisé et ils ont mis d'autres éléments par défaut. De la même façon, ils ont réinitialisé les listes et ils ont appliqué certains éléments par défaut. Donc, en lisant cette page de documentation, vous allez comprendre tout ce qui a été réinitialisé et comment est-ce qu'on a réinitialisé cela. Si on descend dans la section des typographies ici, la typographie indique ici les éléments HTML et les classes qui peuvent être utilisées pour afficher le texte dans le navigateur sous certains formats particuliers. Donc il n'y a pas vraiment grand chose sur lequel on va s'attarder ici. Par exemple, si on prend ici le texte mute. Le texte mute d'ici là fait en sorte que le texte s'affiche de cette façon. Donc on a un texte qui est comme ceci et celui-ci change directement de couleur. C'est important lorsqu'on va attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose. On a ici là certaines classes qu'ils appellent les displays qui permettent d'afficher les titres avec des tailles différentes. De la même façon, si on descend un peu plus bas, on a une classe ici qu'on appelle LED. Cette classe LED, par exemple, va formater le texte comme ceci. Donc vous voyez que le texte est plus souple, il est plus léger. Vous allez parcourir cette page et vous allez voir tous les éléments que vous pourrez utiliser pour afficher le texte d'une certaine façon. Vous voyez qu'ici on a un texte barré, on a aussi un texte barré tout en dessous. On a un texte souligné et un autre souligné. Vous allez voir que ici, pour le premier texte barré, on a utilisé l'élément del et pour le deuxième texte barré, on a utilisé l'élément S. Mais quand vous allez descendre un peu plus bas, ils vont vous demander d'utiliser certains éléments en particulier et d'éviter d'utiliser d'autres éléments. Et ils vont dire que si vous voulez des styles particuliers, c'est mieux d'utiliser les classes qui sont ici là. Donc, ils ont montré tous ces éléments HTML qui sont ici, mais il y a certains qui recommandent d'utiliser et d'autres qu'ils déprécient en quelque sorte. On va quitter de la typographie et on va se rendre dans les images. Dans les images, il n'y a pas grand chose à dire. On parle principalement des classes qu'on doit utiliser lorsqu'on veut formater nos images dans notre CSS. Et pour le coup, on a, je crois, 2 ou 3 classes. La première classe ici, là, c'est le image fluid. Et pour le image fluid, on dit que ça prend une largeur maximale de 100% et une hauteur qui est automatique. On va descendre un peu plus bas et on voit qu'on a aussi le image thumbnail. Le image thumbnail qui affiche l'image un peu comme ceci, genre une photo de profil, donc c'est une miniature en quelque sorte. Parce qu'on dit thumbnail, c'est pour faire des miniatures. Et le thumbnail lui va prendre 200 pixels sur 200 pixels. On va descendre plus bas, on voit quelques petits tests qui ont été faits par ici.
On nous dit que si on veut mettre les arrondis sur notre image, comme vous voyez, il y a des arrondis ici, on va utiliser une classe qu'on appelle rounded et ça va mettre ces arrondis. Lorsqu'on va utiliser float start, ça va mettre l'image au début et lorsqu'on va utiliser float end, ça va mettre l'image à la fin. Si on veut par contre centrer l'image, on va utiliser ici MX auto et on va utiliser dblock. Le dblock c'est pour dire display block, le MX auto c'est pour aligner les marges à gauche et à droite au milieu directement. Ou alors ce qu'on peut faire simplement, c'est de prendre l'image et de le mettre dans une div et dire qu'on veut que la div soit centrée, ça va directement nous centrer l'image en elle-même. Ensuite, tout ici en bas, on donne une consigne. On dit si vous utilisez la balise picture pour aligner des images avec plusieurs sources, donc vous allez mettre ici picture, vous allez mettre source SRC7. Là, vous allez mettre le type que vous voulez changer, donc vous allez charger le type d'image que vous allez charger, par exemple des images et des SVG et des XML. Ici, vous allez mettre une image. Vous pourrez ajouter une deuxième, une troisième, une quatrième image. Ce qu'il recommande, c'est de ne pas mettre la classe IMG aux pictures, mais plutôt de mettre cette classe ici aux images en eux-mêmes. Ce qui se trouve en bas n'est pas très important, c'est pour les personnes qui travaillent avec les fichiers sources de SAS en eux-mêmes. On va donc laisser cette partie et on va se concentrer sur les tableaux. Concernant les tableaux, on avait dit que la balise table a été réinitialisée et que si on veut faire un tableau, on va utiliser l'élément, la classe .table qu'on n'a pas ici. Donc on va faire un test et sur Bootstrap, c'est relativement simple quand on veut généralement faire les tests, vu qu'eux-mêmes, ils donnent des exemples par ici. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement de copier ce qu'on a ici et de venir dans notre Visual Studio Code. On va descendre tout en bas ou alors on va se créer une deuxième section. On va donner à cette section la classe table boot par exemple, pour dire table bootstrap. À l'intérieur, on va mettre le container parce qu'on avait dit que c'est le container qu'on utilise généralement pour calibrer les éléments sur notre page. Et tout en dessous, on va simplement se coller notre tableau qu'on vient de copier. Si on revient regarder dans le navigateur ce qu'on a ici, vous voyez qu'on a un tableau qui apparaît tout en bas. Le tableau est légèrement collé avec ce qu'on a en haut. Pour séparer les sections, on va venir à ce niveau de la section et on va mettre par exemple un PY- et on va mettre 5. On va sauvegarder. On vient regarder de nouveau ce qu'on obtient. Vous voyez que le tableau est légèrement descendu. Donc, on va placer le navigateur d'un côté et on va également placer notre éditeur de texte d'un côté. Tous ces éléments qui débordent et qui sortent de l'éditeur, on va les renvoyer à la ligne automatiquement. On va continuer et on va faire les tests. Ils ont dit qu'ils ont réinitialisé la classe table. Donc, si on supprime normalement la classe table qu'on a ici et qu'on sauvegarde, vous voyez que le tableau passe à un état super moche. Donc, juste la classe table qu'on a ajoutée met beaucoup de style à notre tableau et on va remettre cette classe. De la même façon, si on continue de lire la documentation ici, on va se rendre compte qu'après le table, parce qu'ici ils ont dit overview, donc c'est la présentation. Quand on descend un peu plus bas, on nous dit ici qu'il y a les variantes. On peut avoir plusieurs couleurs différentes. Par exemple, lorsqu'on ouvre la balise table ici, on pourra ajouter table primary et ça va nous changer la couleur des cellules. Et de la même façon qu'on ajoute ces classes ici, là, on peut également ajouter ces mêmes classes au niveau des lignes. Vous voyez qu'ici c'est au niveau des TR et quand on descend plus bas, on peut également ajouter ces classes au niveau des TD. Donc tout dépend de l'élément qu'on veut mettre en surbrillance ou alors qu'on veut changer. Par exemple, si on choisit un TD ici au hasard et qu'on lui ajoute une classe, et cette classe, on va dire que c'est simplement du table primary. On va sauvegarder et on regarde ce que ça nous donne dans le navigateur. Vous voyez que cette section, cette cellule en fait est devenue bleue. De la même façon, si on va appliquer à toute la ligne, on va venir au niveau du TR qui se trouve ici et on va également ajouter cette classe en disant ici qu'on veut que ce soit du table primary. On sauvegarde et vous voyez que toute cette ligne est devenue bleue. Donc, on va continuer à parcourir la documentation des tableaux et après les couleurs qu'on peut mettre, on a Accented Tables. Le Accented Tables ici là crée des éléments comme ce que vous voyez là. Donc, à chaque fois, on aura des lignes qui ont les couleurs différentes pour pouvoir bien savoir à quel niveau nous sommes en train de lire. Parce que quand on a un tableau qui est immense et que tout le tableau a exactement la même couleur sur chaque ligne, on peut se tromper en commençant à lire une ligne et à la fin, on est en train de lire d'autres données. Donc, pour avoir un tableau qui a pour lesquels les lignes sont différenciées à chaque fois, on va se placer là et ici, on va demander à avoir un tableau qui sera de type table-stripped.
On sauvegarde notre code et là vous allez remarquer qu'on a une couleur ici, on a une couleur différente là et on a une autre couleur par ici en bas. De cette façon, on est sûr de ne pas se tromper. Et si on retire ce qu'on avait mis ici là, comme classe primary, on sauvegarde de nouveau, vous voyez que les couleurs bleues sont parties. Par contre, on a les éléments qui sont de couleurs différentes. On va venir, on va continuer à descendre. Ici, on voit qu'on a un tableau sombre. Donc, pour que notre tableau aussi soit sombre, parce que ça dépend généralement des personnes, certaines personnes ont les problèmes avec une vue très forte. Donc, pour mettre ce tableau sombre, on va simplement ajouter ici un table-dark. Et lorsqu'on va venir dans notre page, si on sauvegarde ici, vous voyez qu'on a immédiatement quelque chose qui a changé. Et là, ça a changé. Vous voyez que les lignes aussi ont des couleurs différentes, donc on différencie facilement les lignes. Si vous ne voulez pas qu'on puisse différencier les lignes, malgré que ce soit un table dark, vous pouvez enlever le table strip qui est là. Désolé, j'ai collé les classes ici, donc ça a cassé le code. Et vous voyez que toutes les lignes ont la même couleur. On va continuer en descendant et ils nous disent que si on veut, on peut mettre un table success et ça va changer le tableau comme ceci. Mais pour ça, on aura besoin d'enlever le table dark. On va descendre en continuant, on a le table hover. Et le table hover nous permet de faire quoi? On va venir tester et on va ajouter ici table-hover. Mais avant, on va encore ajouter notre table-strict parce que je préfère généralement bien voir mes lignes. On va revenir ici et si je survole une ligne, vous voyez qu'il y a un effet qui se produit. Donc de cette façon, on sait qu'on est en train de survoler une ligne. En continuant dans la documentation un peu plus bas, on voit ici qu'on a des active tables. Les active tables ici permettent de marquer certaines zones qu'on décide qu'elles sont actives. Donc on aura juste à mettre ici table active. En descendant, vous allez vous rendre compte que la documentation est vaste et qu'elle a beaucoup d'éléments qu'on pourrait lire. Mais une fois qu'on arrive déjà ici là, how do the variant and accented tables work? Ça concerne principalement les personnes qui utilisent les fichiers sources de Bootstrap. Parce qu'à partir d'ici, vous aurez besoin de toute cette configuration qui est une mixine qui représente en fait le Sass. Donc c'est le langage Sass qui a été utilisé pour écrire ça. On va descendre, il y a le table borders ici. Et le table border, si on met table border, ça va mettre les bordures à tous nos éléments. On peut même ajouter une couleur à ces bordures en décidant qu'on a mis le table border. Après, on demande que la bordure soit de couleur primaire, ça va mettre une couleur bleue. Si on met border warning, ça va mettre une couleur orange. Si on veut un tableau sans bordure, on met borderless. Ça va supprimer toutes les bordures. On va continuer un peu plus bas et il y a les tableaux de petite taille. Dans les tableaux responsifs, ici c'est table SM. Et pour chaque taille de tableau responsive, on a un comportement différent. Ici, nous sommes au niveau du nesting. Le nesting permet de fusionner les tableaux, donc de mettre un tableau à l'intérieur d'un tableau. Par exemple, ici, vous voyez, on a first, last, handle. On a la première ligne du tableau. Et pour cette première ligne du tableau, on a un deuxième tableau à l'intérieur. Ensuite, on a la troisième ligne. Donc, la deuxième ligne du tableau représente un autre tableau. On ne va pas s'étendre sur toute la documentation du tableau. Vous avez vu comment ça fonctionne à la base. Ça veut dire que vous pourrez déjà utiliser les tableaux en eux-mêmes. Ici, on arrive au niveau des tableaux responsifs. Et les tableaux responsifs également, ça fonctionne de telle sorte qu'on puisse dire table responsive. Et de la même façon, on a table responsive SM, MD, LG, XL et XXL. Pour savoir comment ça fonctionne, vous allez faire les tests progressivement. Mais en gros, lorsqu'on utilise par exemple le table responsive simplement, on aura cette scroll bar ici en bas qui apparaît quel que soit le type d'écran sur lequel on se trouve. Mais lorsqu'on va commencer à parcourir les autres, il y aura un breakpoint. Donc il y aura un moment là où on aura cette scroll bar, mais il y aura des moments là où on ne les aura pas. Si j'essaye de me replacer ici, lorsque je vais commencer à agrandir le navigateur, désolé c'est le navigateur que je voulais sélectionner, je vais commencer à l'agrandir et vous voyez que à ce niveau-ci, il y a toujours la scroll bar. Par contre, celui qui est en bas ici n'a plus de scroll bar. Celui-ci également a une scroll bar et celui-ci a une scroll bar. Si je recommence de nouveau à réduire la fenêtre, vous allez voir que la scroll bar est réapparue à ce niveau. Donc de la même façon, lorsque je vais me placer ici et que je vais tirer tous ces éléments en allant, à un certain niveau, vous voyez qu'il y a certains qui n'ont plus de scroll bar. Le premier, lui, il a une scroll bar. Les autres qui sont en dessous n'ont pas. Celui-ci là et celui-ci a, celui-ci a. Si on continue de tirer et qu'on agrandit, il y a carrément certains qui n'auront même plus de scroll bar. Les deux, si eux, ils ont, et tous ceux qui se trouvent en haut n'ont plus de scroll bar.
Donc, vous allez lire la documentation et en fonction du type de tableau que vous voulez généralement, vous allez utiliser la classe responsive qui va avec. On va réagrandir notre navigateur pour pouvoir avoir accès facilement à cette sidebar ici et on va se diriger dans les figures. Dans les figures, on n'aura pas trop grand chose à dire, mais les figures généralement sont utilisées pour représenter des images. Vous voyez ici, on a dit Use the included figure, figure image, figure caption. Donc vous allez lire la documentation et comprendre comment ça fonctionne. On ne va pas s'étendre sur ça et vous avez remarqué que c'est relativement court, il n'y a pas grand chose à utiliser là. On va fermer le content et je pense qu'on vient de finir avec. On aurait pu attaquer le form, mais si on attaque le form ici directement, le form a tellement d'éléments que lorsqu'on va commencer à les tester les uns à la suite des autres, on risque de se retrouver une vidéo qui sera tellement longue. Donc je propose qu'on s'arrête là pour cette partie et que dans la prochaine partie, on attaque les formulaires parce que c'est cette section qui nous montre comment on peut générer facilement nos formulaires en front-end en utilisant Bootstrap. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie.